Alors bonjour tout le monde, bienvenue au JLM Podcast. Mon nom est Julien Tremblay. En passant, je suis en spectacle le 31 mai à Berthier-sur-Mer, au Centre des loisirs. Puis on va mettre le lien pour les billets comme premier commentaire en dessous de la vidéo. Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir celle qui est une des premières qui m'a interviewé dans ma carrière, Mme Amélie Paul. Voyons, dans ta carrière. Oui, voyons. quand j'ai commencé le premier show, Julien Tremblay, humble et magnifique. Une des premières entrevues qu'il y a eu sur le roster de toutes les entrevues que j'avais à faire pour cette tournée-là. C'était chez vous. À TV Laval. À TV Laval. Mais pour moi, t'étais une vedette déjà. Communautaire. Ouais, à télé communautaire à Laval. C'est là que tu as commencé? Non, mon Dieu, où est-ce que j'ai commencé? Je pense qu'à un moment donné, la télé communautaire de Sorel m'avait demandé de faire des entrevues pour le Festival de la Giblotte. Puis ma première entrevue à vie, c'était Nicolas Ciccone. Nicolas Ciccone. Puis qu'il était super sympathique. Il m'a fait sentir bien, là, parce que j'étais stressée. C'était comme si j'interviewais... je sais pas, moi, Lady Gaga, là. Ben oui, je comprends, c'est gros. La deuxième entrevue, c'était Danny Bédard. Puis là, ça s'est pas très bien passé. Pour vrai? Il avait pas l'air de bonne humeur. Pourtant, vous avez les mêmes cheveux. Ah, ben oui, c'est ça. Comprends Non, mais pas. c'est rien contre lui, Danny, qu'on salue. Mais je pense que ça avait pas l'air d'y tenter d'être là, tout simplement. Là. Tu sais, quand tu fais une entrevue puis tu sens que l'autre personne n'est pas très réceptif. Ben, ma première entrevue à la radio, quand j'étais engagé, j'avais 18 ans, à Radio Énergie à Gatineau, c'était France D'Amour. Et elle dormait en spectacle pour un festival à Ottawa, en plein air. Et on m'a dit de me rendre dans la loge. Je me suis rendu dans la loge. Puis elle dormait sur le sofa. Puis là, France! France! Et là, salut, moi c'est Julien, je suis là pour t'interviewer. Ah, OK. Allô. Fait que ça, c'était bien drôle. Mais t'es fine. Super Je peux imaginer. Mais toi, t'étais très drôle, mais très pince sans rire. Fait que moi, j'ai aimé ça tout de suite. Parce que moi, j'aime cet humour-là que t'étais comme un peu, je sais pas, awkward, là. Oui. Mais avec des... Puis c'était bizarre. J'ai dit, j'adore ton personnage du bluesman, pas tout là. Oui. Ouais, c'est ça. Ben, il est tout là. Parce que, mais à l'époque, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Mais non, mais de bluesman fucké ou tout ça. Mais le pire, c'est qu'il y a tellement de travail de bien derrière de ça pour avoir l'air de ça oui. que je comprends pas, moi, quand on me dit la perception que je veux envoyer. Ben, j'aimerais ça qu'on voit tout le travail en arrière à l'époque. Mais à ce temps, j'ai toujours un traducteur dans ma tête parce que des fois, il y a du monde qui vont dire bonjour et qui disent clown, check le clown, lui c'est mon clown, faut pas confiance au clown. Moi, dans ma tête, avant, dans ma vingtaine, quand j'étais très jeune, l'ego embarquait. Je suis pas un clown, l'ego embarquait tout de suite. Je suis pas un clown, moi. Puis là, à ce temps, j'ai toujours un traducteur dans ma tête. Ben, j'aime beaucoup ton travail, bravo, félicitations. Ben moi, c'est ce que ça voulait dire. Je le sais. Que j'aime beaucoup ton travail, puis j'avais pas conscience à ce moment-là, maintenant, oui, de tout le travail que ça prend sur scène, puis de créer ce personnage-là. Puis non, mais c'est vraiment un beau personnage. C'est ça qui t'a mis ça à la map, non? Oui, pas mal. Oui, parce que avant ça, je faisais de la radio. J'avais fait beaucoup de galas, puis un peu de télé, mais Julien le matin à Musimax, ça avait bien gros marché. Mais vraiment, quand j'ai sorti ça, là, les gars de Brou étaient venus me voir. Attends, mais t'as fait de la télé avant de faire ça? Avant le personnage, mais comment t'as commencé à faire de la télé? C'est drôle, hein? C'est moi qui t'ai interviewé. Mais non, mais c'est correct. C'est une conversation, c'est ça que j'aime. Oui. Mais comment t'as commencé? C'était Rock Denis, à l'époque, qui m'avait amené de la radio de Gatineau dans les bureaux de Musique Plus pour me faire engager par Pierre Marchand. Puis ils m'ont donné il y avait Guy Banville, à l'époque, qui avait comme mandat de créer des choses avec Musimax. Puis il m'avait dit, nous autres, on veut un show, Julien, où les gens vont rentrer dans mon bureau puis ils vont dire, qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas d'allure. Mais j'ai dit, c'est moi, ça. Comme un show de l'absurde. Un petit peu comme Patrick Groux. Comme un peu, genre, mais moi, j'étais live le matin en robe de chambre de 7h à 9h. Tu sais que j'ai fait un sketch dans Le Gros Luxe, c'est n'importe quoi? Non, je savais pas. Patrick Groux jouait de la flûte, il me semble. En tout cas, il faisait l'espèce de gourou pas tout là. Ouais. Finalement. Oui, t'es aimes pas tout là, toi. Et puis moi, il fallait que je danse, puis on recueillait de l'argent. Mais je dansais vraiment de façon complètement stupide. C'était quand même drôle. Puis j'avais vraiment du mal. J'ai tellement ri. Patrick Groux est très drôle. Très drôle. Je sais pas si les gens suivent sa carrière, mais dans la vie, oui.
c'est incroyable. J'étais tout le temps crampée. Vraiment, là. J'ai grandi avec lui. Nous autres, on faisait de l'impro ensemble dans l'Est ontarien quand on était au secondaire. Avec sa gang, avec Patrick Bourbonnais, Jean Fournier, J.C. Thibodeau. Il y avait un groupe qui s'appelait Les Catalogues. Puis eux autres, ils faisaient beaucoup de sketchs. Puis on se voyait souvent. Ils étaient pour l'école Samuel Genet ou l'école Garneau, je me souviens pas. Puis on faisait beaucoup d'impro. Puis on a grandi ensemble, vraiment. Ah ouais. Faire les Un concours bon Jack aussi. Super bon gars. Drôle et bon. J'avais adoré mon Comment t'as fait pour expérience. avoir ce gig-là? C'est Jean Connon. Tu connais Jean Ben oui, Connon? qui a produit, lui, par la suite, les Juste pour rire en direct. Oui, ben j'ai fait des gags juste pour rire. J'ai fait un gag Juste pour rire, moi aussi. Ben, en fait, c'est Jean, parce que c'est... Comment j'ai connu Jean? Moi, il y a des choses qui... Tu sais, dans la vie, comme une affaire amène une autre. Oui. Non. J'ai connu Marc Boilard parce que dans le temps, en 2001, j'avais gagné Miss Do You Look Good. La première version de Do You Look Good, qui, je sais pas si tu connais ce site, mais c'est comme l'ancêtre de Facebook. Oui, c'était pas Are You Hot? OK, c'est Do You Look Do Good. You Look Good. Donc, imagine-toi, moi, j'ai gagné Miss Do You Look Good, l'ancêtre de Facebook. Québec. C'était hot, là. C'était pour le Québec? C'était le monde, mais c'était des Québécois qui l'avaient, mais tu pouvais être partout dans le monde. Fait que t'avais gagné, tous les gens avaient cliqué Do You Look Good, toi, partout dans le monde. Ben, comme je dis, ça devait être plus ici, mais tu pouvais avoir un compte partout dans le monde. À un moment donné, ça allait exploser. J'ai gagné ici, puis après, je suis allée faire une tournée en France. On a fait toutes les plages de la France pour recruter des gens pour qu'ils s'inscrivent à doyoulookgood.fr. Wow. C'était vraiment une super opportunité. Ben oui. Puis, mon point, c'est que Marc Boilard m'avait contacté dans ce temps-là. Christy, je sais pas, ça devait être par pigeon voyageur, là, en 2001. J'ai pas écrit un courriel, peut-être, là. C'est ça, par télégramme. Et puis, je sais pas pourquoi il voulait me rencontrer. Ah oui, il m'a invité à son émission de radio avec Varda, à l'époque, pour parler de ça. Puis là, je l'avais revu à quelques occasions. Puis là, à un moment donné, il m'a invité au lancement de son livre. Il avait lancé un livre sur les dossiers de filles. Oui, les dossiers. Il me semble que c'était ça. Oui, je me souviens bien. Marc Boilard, là, j'aimerais ça qu'il vienne à mon podcast, mais je sais pas s'il voudrait s'identifier à des gens qui sont étiquetés complotistes. Mais ce que j'aimais bien, Marc Boilard, c'est que quand tu y parles, c'est comme si la Terre arrêtait de tourner. Oui, c'est vrai. Il te donne l'attention. Puis il a l'air tellement à s'intéresser à ce que tu dis. Puis c'est le genre de choses qui n'arrivent pas tant dans la vie. Hein? Il y a souvent que si tu es dans un party puis Marc Boilard te jase, il n'est pas en train de regarder au-dessus de ta tête c'est quelqu'un de plus intéressant. Il s'intéresse à toi. Il s'intéresse à toi. Puis ça, c'est une belle qualité. Ça. Marc a toujours été fantastique Vraiment. aussi. Ben, il y a un podcast. L'autre fois, je l'ai écouté avec Louis-José Hood. C'était très bon. Cool. Puis, donc là, à cause de Marc Boilard, dans le fond, je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de Marc Boilard. C'est lui qui m'a mis sa map. Non, mais Marc Boilard, ensuite, je suis allée au lancement de son livre. T'as rencontré Jean J'ai rencontré Jean parce qu'avant, la vie se passait juste au Leblanc sur Saint-Laurent. Oui. On était tout le temps là, tout le temps. Oui, les mercredis, les filles mangeaient gratuit en plus. Fait que moi, j'étais tout le temps au Leblanc. C'est vrai. Puis c'était une belle place pour faire des rencontres. Il y avait tout le temps des vedettes au Leblanc. Ouais. J'ai fait le Radio Lounge. Dans ce temps-là, c'était bien Saint-Laurent. Puis même, j'avais travaillé dans un bar sur Saint-Laurent, le Cristal. My God, c'était très douteux. Très douteux comme bar. Mais tu sais, je voulais tellement faire partie de cette espèce d'univers-là. Oui. Donc... Combien de gens à la radio, mais que je connais... qui ont commencé par vider les poubelles dans la station de radio, puis qui sont devenus animateurs, qui ont remplacé pour la circulation, qui sont devenus directeurs des programmes, qui sont devenus directeurs généraux. Tu vois, moi, je suis allée barman. Barman au Cristal sur Saint-Laurent pour faire partie de cet univers. Ben super, ça! Et puis, c'est ça, Jean, on est devenus bien amis, on est encore amis, là. On se parle Comment souvent. Il va? Il va bien et il travaille sur une app, là, futur milliardaire. Tu sais, les apps, là. Très entrepreneur, Jean Connon. Oui, il m'avait vraiment. invité chez lui pour me pitcher les gags juste pour rire à un moment donné. Et puis j'en ai fait un. Puis c'était long, c'était une journée complète, genre pour 200$. C'est vrai que c'est très long, mais c'est bien parce que moi, je n'ai pas fait tant, là. Je n'ai peut-être fait 10, 15 des gags grâce à Jean. Donc, merci Jean Connon. Mais des fois, je reçois encore des 200$. Un petit chèque de redevance de trucs que j'ai fait. Tu te revois-tu dans l'avion des fois quand ça joue? Ah non, je me suis jamais pognée dans l'avion. Non, 3h du matin. La blonde, là, j'ai oublié son nom. Elle était tout le temps là. On faisait tout le temps des gags ensemble. Je me dis, toi, là, on va voir partout. Oui, c'est ça, Marie-Pierre. Puis, la blonde a Michel Petit.
Pierre, le gars, comment il s'appelle? Ben, il y avait Levasseur, Denis Levasseur. Oui, c'est Denis. Denis, tu vois, ma super Philippe mémoire des noms. Oui, mais tu sais, Denis Levasseur, lui, doit être une superstar. Ah, Denis doit être là. riche! Riche, il doit recevoir des chèques. Lui, c'est en janvier qu'on reçoit les devances. Lui, là, il doit recevoir des chèques monstrueux. Ouais, génial, ça. La virgule est à droite en Exactement. Comment t'as fait quand tu t'es dit, je vais m'inscrire à Do You Look Good? Ça? C'est-tu quelqu'un qui t'a dit, hey, j'ai entendu parler d'un site, ou c'est toi qui as fait, ben, I think I look good? Hey, c'est une bonne question, ça. Pourquoi que je suis embarquée là-dedans, Do You Look Good? Là, je sais bien C'est une pas. confiance que t'avais déjà, ça? Mais j'avais commencé à faire un peu de mannequinat, puis, tu sais, des concours Miss Hawaiian Tropic. Miss Hawaiian Tropic. Je voulais tellement de l'attention. Je voulais qu'on m'aime, tu sais. J'ai tout le temps été un peu insécure, puis le milieu de la mode, les concours comme ça, de bikini, de machin, c'est une façon d'aller chercher de l'attention, puis de l'amour. Je te comprends. Puis aussi, je voulais tellement faire partie de cet univers, le domaine artistique, mais je savais pas comment. Moi, Par où commencer? Par où commencer? Mais Ouais. c'est une belle façon de rentrer, le milieu des concours comme ça. Puis, regarde, tu vois, ça m'a permis de rencontrer Marc Boilard. Je vais à son lancement de livre, je rencontre Jean Connon. Jean Connon qui m'a fait faire des gags, il me dit « Ah ouais, Patrick Groux, il a besoin d'une fille dans un de ses sketchs, veux-tu le faire? » Ben oui, parce qu'il était, let's je pense, go. recherchiste là, pour Pat Gros à Musique Plus. Ah, c'est ça. Ou producteur, je me souviens pas, c'est pas la même job pas tout, mais il était sur place. Je me rappelle, on avait tourné, il me semble que c'était la journée de la Saint-Jean-Baptiste. Et après le tournage, je suis allée au... comment ça s'appelle, là, la place qui était super populaire, proche de l'UQAM, là, le gros bar, là, avec une géante terrasse. Là, le pas le Dagobah, c'est à Québec, ça. Club Sandwich, là. Non, mais en tout cas, c'est à côté de l'UQAM, un méga grand bar avec une terrasse énorme. Puis là, on est allé... Moi, Jean... Oh, le Saint-Sulpice. Oui, c'est ça. Oui. Saint-Sulpice. Oui. On est allé pour la Saint-Jean au Saint-Sulpice. Moi, Jean et Patrick Groux. Puis je m'en rappelle encore, je pleurais de rire. Imagine avec Jean, Patrick, puis t'es sa brosse. Ouais. Les histoires qui se racontaient là. C'est des belles soirées, ça. C'était vraiment une super soirée. J'avais trippé. C'était Ouais, très c'est drôle. cool, ça. Très drôle. C'est intéressant ce que tu disais. Je cherchais de l'amour beaucoup. Ouais. C'est-tu parce que chez vous, il n'y en avait pas? Pas en tout. Mes parents sont divorcés depuis que j'ai 6 ans, donc peut-être ça m'a atteint à quelque part. Mais ma mère est très admirative. Elle était, mon Dieu, maman, je t'aime. Elle était très admirative. Toujours, il n'y a rien de trop beau pour toi, ma fille. Oh, wow. The sky is the limit pour toi. Puis elle était très dans presque l'idolâtrie de sa fille. Ah, c'est beau, ça. Mon père, il m'aime beaucoup, mais on dirait que je cherchais peut-être l'approbation de mon père, l'admiration de mon père. Ah, c'est drôle, peux-tu raconter quelque chose par rapport à ça? J'ai tout le temps eu cette espèce de comment dire, peut-être une blessure d'abandon, parce que je voyais mon père une fin de semaine sur 2, tu sais, un peu typique. Oui, je comprends. Tout le monde a ces bébites-là. Puis toute ma vie, on dirait que j'ai été en quête de l'approbation de mon père. Alors qu'il m'aime beaucoup, mon père, mais il y a une façon différente de me montrer son amour. Tu sais, il va me rendre des services, il va... Oui. Et puis... Il va t'aider à déménager. Ouais, c'est ça. Tout le temps à regarder chez nous s'il y a quelque chose à réparer. Oui, c'est beau, ça. Ou à me donner son char, puis à prendre mon char de merde en échange pour que je sois en sécurité, tu sais. C'est ça qu'un père fait. C'est ça qu'un père fait. Mon Oui. père, c'est un running gag. Il roule dans mon vieux char de 2009. Puis ce matin, j'étais au garage, justement, pour changer les pneus. Puis il était là. Puis on se moque. Le garagiste, moi, tout le monde se moque de lui. C'est le running gag qu'on rit de son char. Puis lui, il trouve ça bien drôle. Ben oui, parce qu'il y a de peace of mind. Exactement. Oui. Exact. Puis je dis, il vient... Ma grand-mère est décédée il y a pas longtemps. Tu sais, je dis... Papa, là, tu viens d'hériter, veux-tu bien t'acheter un char, là? Mais lui, il trouve ça drôle. Puis je dis, sûr que t'es fier de ton char laid. Puis là, il rit. Ouais. Je l'utilise juste pour aller jouer au golf. Je m'en fous complètement. Hey, je m'en porte dans tous les sens. C'est parfait, hein? c'est ça nos conversations. C'est parfait. Fait que là, mon point, c'est que j'ai tout le temps été en quête d'avoir l'approbation de mon père ou de l'impressionner. Puis de ce que je fais, j'ai l'impression que je fais des trucs vraiment hot, moi. Tu sais, dans ma tête, je vis pas une vie banale, il me semble. Tu sais, je fais des trucs vraiment cool, mais non, je crois pas que lui comprend, surtout pas depuis la pandémie avec avec mes prises de position. Tu sais, c'est difficile pour un père. C'est polarisant, ça, en famille, ça. Comment est-ce que c'est quand tu oui. vas à Noël, toi?
Mais il n'y a pas eu de chicane dans ma famille, mais à un moment donné, c'était un sujet tabou, on n'en parlait pas trop, tu sais, mais il n'y a pas eu de... Mais on toi va qui mettre sais- Amélie de côté parce qu'on n'est Non. pas d'accord, tu sais. Fait qu'on t'aime, il n'y a On pas de t'aime. trouble. Non, il y a beaucoup d'amour Puis on dans ma respecte famille. le vocal que t'as, que t'es très vocal sur le C'est juste que, bon, on va pas en parler pour, tu sais, pour pas... trigger. Exactement. Est-ce que les gens dans ta famille marchent sur des œufs dans ces sujets-là Tu sais, maintenant, à l'Action ben, de grâce? Ou... Ma sœur, elle Pâques s'en avait vient. reçu comment on pourrait dire, 3 injonctions. Hein? Non, elle, sœur? elle avait eu les vaccins et puis tout ça. Là, OK. elle était très dans le narratif, là, tu sais. Ouais. Et puis, maintenant, elle dit « Hey, tu dois vraiment nous trouver cave. » Ben, avec tout ce qui sort. Mais Puis je dis tout « Ben que- non, que je trouve pas cave, là. Écoutez, Mais non, je je vous sais pas aime. quoi, je vous aime, exactement. tu sais. Mais maintenant, appelez-moi Spoiler Alert. C'est ça. Pouvez-vous m'écouter la prochaine fois? Non, mais c'est drôle pareil, parce que quand on est ici, écoute, il y a tellement d'avenues que je veux aller avec toi. Je vais revenir sur ce sujet-là, OK? Juste avant, je voulais faire la genèse un peu de toi. Quand est-ce que tu as découvert que tu avais une voix fucking merveilleuse? Ma voix chantée? Ouais. Ben, je l'ai pas encore découvert. Arrête. Non, mais c'est même pas la Arrête. fausse modestie. C'est que pour moi, j'ai une voix correcte, là, mais... Non. Je pense pas que j'ai une voix fucking merveilleuse. OK, quand Ah, est-ce mais que... regarde, tu vois, je vais finir mon histoire par rapport à ça, parce que même la chanson... Oui, pour ton tu père. sais, mon père, des fois, il venait me voir en spectacle, ça prenait tout, puis il buvait. C'est comme s'il n'était pas capable de vivre ça à jeun, de me voir en spectacle. Puis OK. j'avais beau dire, papa, je suis une professionnelle, inquiète-toi pas. Tu sais, j'ai fait ça des centaines de fois. Là. J'ai voyagé longtemps en Asie à faire des shows à tous les soirs. Je suis une professionnelle, là, t'inquiète pas, je vais pas me planter. Là. Tu sais, mais je sais pas, c'est comme trop pour lui. Fait qu'à chaque fois qu'il venait me voir en show, il buvait. Puis souvent, je l'ai vu qu'il était fermé les yeux, pas capable de me regarder. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais dans un festival, le festival de la Giblotte à Sorel. Puis là, je viens me voir, on est à Sorel, papa. Là, je fais mon show. Puis je le voyais dans la salle, mais il se mettait derrière un poteau Ah, pour pas ouais. que je le voie. Ouais. Fait que mon point, c'est que toute ma vie, c'était une quête pour essayer d'impressionner mon père. Fait que je pense que dans un sens, c'était pas pour impressionner tout le monde, juste mon père. Et récemment, c'est là que je voulais en venir, ma conclusion, mais que je passe par des chemins qui ont pas Parfait, ça. d'allure. On apprend à te connaître, j'aime ça. C'est que j'ai fait un demi-Ironman au Mexique. Oui, ça, j'ai vu ça, je voulais arriver Quand là. je suis revenue, là, toute ma famille était impressionnée. Même la plupart m'ont dit, tu sais, j'ai vu toute ma famille justement aux funérailles de ma grand-mère. Puis ils me disaient, on pensait pas que tu réussirais, on pensait pas que tu irais jusqu'au bout. Puis mon père, il m'a vraiment dit, je suis vraiment impressionnée, ma fille. Puis là, ça a fait, my God, tu me niaises. Après toutes ces années à vouloir impressionner mon père. Ça prenait juste... Ça la prenait mise en un forme. demi-Ironman que Yeah. j'ai jamais fait pour impressionner personne. C'est tout- Non, c'est pour toi, ça, Moi, là. je le faisais pour moi. C'est une quête personnelle, ça. Une quête personnelle, le défi de l'entraînement, la discipline, me prouver à moi-même que je suis capable de le faire. Puis je pensais pas que ça impressionnerait qui que ce soit. Je me retrouve... Là, ça impressionne tout le monde. Puis mon père, il dit... Mais c'est impressionnant. Je suis... Ça, c'est quelque chose de tu tangible. m'impressionnes, ma Parce que fille. les arts, là, c'est pas tangible, ça. C'est- C'est ouais, quelque chose c'est qui est vrai. difficile à... Moi, mes parents, ben, surtout ma mère, c'était... Mon père a toujours été fier de moi, peu importe, mais ma mère, c'était, si je suis dans le séjour, j'ai réussi. C'est ça. Mais t'es chanceux parce que c'est toi, ça t'est arrivé. Ouais, mais- moi, j'ai pas été dans le 7 Le jours. séjour, ça veut pas dire que tu as réussi, parce que le séjour, ça veut juste dire j'ai quelque chose à vendre. Fait que Ouais. c'est parce que t'as une maison de production, puis eux autres, ils ont des communications, puis les gens qui travaillent en communication pour toi, ben ils ont le bras, à peu près, puis ils ont des contacts de ce bras. Ouais, mais toi, t'as passé à Juste pour rire, t'as fait des galas, Oui. tu sais, c'était tangible, ils pouvaient voir ton succès. Mais oui, mais avant ça, c'est vrai que ça a pris des amis qui leur disent il est drôle pour qu'ils réalisent que je suis drôle parce que ils comprenaient pas pourquoi le monde riait. Il est tout le temps le même. Ouais, Moi, c'est que ouais, les ouais. autres le trouvent drôle. C'est Julien, vrai. ça. C'est normal, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça? C'est en fait, là, nul n'est prophète dans son pays. Yeah. C'est tellement vrai. Oui, c'est vrai. C'est comme si pour notre famille... moi, je suis tellement une poseuse de questions, puis je m'intéresse... Tu peux être prof. L'exemple, parce que ma belle-sœur est prof. Puis j'avais tout le temps 1 million de questions à poser Moi aussi, sur n'importe son qui. métier de prof, parce que ça m'intrigue. Puis moi, je me dis,
Ben, il n'y a personne qui me pose des questions. Pourtant, je peux aller en Belgique ou faire Ben, des affaires. Hop, personne s'intéresse. Non, mais c'est pas que mais c'est notre chance à nous autres, ça, d'avoir un spotlight quand c'est le temps, puis que quand on l'a pas, le spotlight, de le donner aux autres. Fait que Peut-être, moi, c'est mais... tout ça, parce que moi aussi, personne. Quand j'ai une première date avec une fille, là, où j'ai de quoi Ouais. avec une fille, là, puis là, je pose ça des questions. Après une demi-heure, là, je sais combien de frères et sœurs, combien de parents, quels sont, où est en chicane avec sa belle-mère, qu'est-ce que c'est, je sais tout. Puis à un moment donné, j'ai toujours posé la même question. Je dis, si toi, là, tu as une question à me poser, mettons, là, tu me poses n'importe quelle question, puis j'ai pas le choix de te répondre la vérité. C'est sûr, je vais te répondre la vérité, je suis n'importe quelle question, mais vas-y, le personnel, ou peu importe, quelle question tu me poserais? 100% du temps, sais-tu qu'est-ce qu'il répond? Je sais pas. Ben là, vite de même, là, ben là, je sais pas, c'était une minute. Bon, ben, fait que tu veux pas apprendre à me connaître, il a pas le... Non, c'est pas ça, c'est juste que je suis pas bonne, là. Mais, puis là, c'est comme, ben, c'est pas intéressé de base, c'est quoi, là? C'est fou, ça! Fait que comment c'est ça? Parce que moi aussi, j'ai vécu 1000 affaires, là. Oui! Je connais Mais plein de monde. j'aurais un million de questions à Ben, poser. c'est ça, fait que là, c'est la chance, c'est moi qui en a, là. Fait que je suis content de Mais toi. je pense que c'est ça. C'est pas... Puis des fois, mon chum, il est plus terre à terre. Il est bon pour me ramener ça. Il dit, c'est pas que les gens s'intéressent pas à toi, c'est qu'ils sont de même. Les gens, ils posent pas de questions. Ils ont leur shit dans leur tête. C'est ça. Tu sais, toi, t'es juste pas normal à poser autant de questions. Puis même, c'est un reproche qu'on me fait. Pour que vrai? je pose trop... Ouais. Ah, moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça apprendre. C'est comme... Moi, c'est pour ça que, moi, avant mon show, je vais me promener dans le monde. Puis là, c'est allô, puis pourquoi t'es venu, puis tu viens de où, puis ah ouais, puis qu'est-ce que tu fais dans ça? Puis là, il y a quelque chose, à ce temps, j'ai 49 ans, fait que j'ai beaucoup d'amis ou des gens que si quelqu'un est camionneur, je fais, hey, j'ai un ami qui est camionneur, il m'a conté telle affaire, ça c'est vrai? Il y a tout le temps de quoi que je peux rattacher. Puis ça m'intéresse en plus, puis des fois, ils vont me sortir de quoi, je trouve tellement drôle, je le prends en note. Ah oui, bien c'est vrai, c'est du bon matériel Du pour bon écrire matériel, les jokes. c'est sûr. Mais il y a tout le monde a quelque chose à raconter. Tout le monde. Quand même que ta vie, c'est de la merde, ben t'as encore plus de choses à raconter. Dernière personne que j'ai appris à connaître, OK, je suis assis au bar du coin de chez nous, puis la madame, elle s'assoit là, elle me parle, elle s'appelle Diane, et Diane, elle me raconte que son mari est mort il y a 2 ans, mais qu'il y a 5 ans, elle l'avait pogné sur Internet, sur un site, elle parlait avec une madame, puis elle y avait pardonné, puis elle avait dit que c'était pas grave. Mais quand il est mort il y a 2 ans, elle avait le code pour rentrer, elle parle encore avec la madame. Tu me niaises? Non! Je me dis, Diane, mais t'es mon ami pour le Elle restant est des jours, toi. devenue amie avec l'autre. Non, elle se fait passer pour lui. Hey, ça, c'est malade. Mais comme un loisir. Comme Elle, un loisir. Oui. Wow! Par Ça peu me fait plaisir. penser à la grand-mère, à mon chum, qui me disait qu'elle, elle embarque, tu sais, dans les arnaques, là, mettons, Ah, oui, tu la sais, je vais être Nigérienne. ton amour. Oui, c'est ça. Puis Ou je vais être elle ton amour. embarque pour s'amuser. Oh. Elle va voir jusqu'au maximum qu'elle peut aller. Ah, ça, c'est bon, ça. Mais il faut être Ça, motivé, c'est bon. pareil. Troller le troller. Troller le troll. Troll the troll. Troll the troller. Ah, j'adore ça. Troll the troll. Yeah. Ouais. Écoute, tout ça pour dire que nous, on est des poseurs de questions. Mais c'est charmant dans la vie, je trouve. Des gens qui écoutent puis qui s'intéressent. La preuve, c'est que je t'ai parlé de Marc Boilard, que j'ai remarqué qu'il fait ça, puis c'est quelqu'un que j'ai pas vu depuis 20 ans, sûrement, puis que ça m'a marqué, que lui, Ouais. il t'écoute, puis il a l'air sincèrement à s'intéresser à toi, puis te pose des questions. Mais c'est pas compliqué d'être intéressé. C'est ça que ça me surprend des fois, des gens qui moi, il y a quelqu'un, un gars, là, il n'y a pas longtemps, là, je l'ai écouté tout, il m'a conté le mariage de son frère, puis comment il s'était planté parce qu'il avait bu trop le mariage de son frère, puis que là, ses parents le regardent weird ça aujourd'hui. Puis là, je fais comme, ouais, je sais, moi, ma soeur, à un moment donné, puis il me fait, dépêche. Ah! Dépêche. Je suis là. Puis là, je pratique ma patience, je suis là. J'aurais le goût de rentrer dedans, là, puis de le mitrailler avec mes 33 ans d'expérience de scène, de micro. Ouais, Là, tu je fais, peux y en pousser non, 2, 3 je vais bonnes. pratiquer ma patience. Là, je vois le feu, puis là, il n'y a plus le feu. Là, je vois l'étincelle. Là, je peux éteindre l'étincelle. Fait que j'en profite des fois dans ces moments-là. Mais c'est bien rare qu'on va me poser 1000 questions, moi aussi. Puis je me rends compte que si on me pose 1000 questions, je suis gêné parce qu'il y a beaucoup de name drop. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'affaires que j'ai vécues que c'est gênant à raconter parce que t'es alentour d'une table. C'est comme si tu vas souper avec un astronaute puis qu'il te raconte que lui, il a passé 390 jours dans l'espace. Puis toi, t'es comme, moi, j'ai trouvé 2 piastres à terre hier. C'est comme, une fois qu'il a raconté son anecdote, l'astronaute, il n'y a plus grand-chose que le monde peut raconter. Donc, tu as comme une espèce de pudeur de ne pas raconter tes histoires parce que toi, c'est hot. Parce que c'est fantastique. T'en as vécu, là, je veux dire. T'es je quelqu'un dis. qui a vécu comme 10 vies en une pour la plupart des gens. Yeah. C'est ça, Yeah. je comprends. Fait que des Mais fois- tu sais, à te parler, ça me fait réaliser que, tu sais, ça me donne de la compassion.
Je me dis, puis ça me fait aussi réaliser, c'est pas parce que les gens se foutent de toi, c'est que c'est pas dans leur ADN de s'intéresser. De s'intéresser, non? Ouais. Mais la société Ils veut n'ont pas tellement... cette curiosité-là, peut-être. La société, elle te bombarde tellement de shit à régler, à faire ça, puis à stresser des affaires que d'aller vers l'extérieur, c'est plus un réflexe. Puis c'est moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui se battent, comme moi, pour garder leur émerveillement, pour garder cette façon-là de voir la vie, de regarder le divin chez quelqu'un, de voir que c'est pas les programmes que je peux pas, que je vais essayer d'aller toucher l'esprit. Tu vois, on est connectés parce que j'osais pas le dire, mais j'allais dire, tu sais, j'essaie dans ce temps-là de voir le divin dans l'autre quand même. Puis là, tu me dis la même chose. Ben c'est ça, Ouais. c'est l'étincelle. Qui a en arrière des yeux? Fait que c'est des fois, quand tu racontes, tu vas poser des questions chez quelqu'un, ben la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il veut que je sache de lui à travers ses anecdotes? Fait que là, je vois quelque chose de commun. Lui, son père ne l'a pas aimé. Fait que là, c'est bien important, lui. C'est dans son programme, c'est dans sa cassette. OK, son père ne l'a pas aimé. Mais c'est intéressant de voir comment chaque humain a de quoi différemment à projeter, ou le masque, tu sais, le masque. Mais quand tu es capable d'aller en arrière du masque, là, je suis comme, yes, j'ai réussi à aller chercher de quoi. J'ai quelqu'un qui m'a conté quelque chose que vraiment, c'était pas... Mais comment... C'est peut-être parce qu'on a laissé tomber nos masques, Ouais. puis que, en fait, la plupart des gens ne l'ont pas fait. Peut-être, tu sais. C'est bien tough. Souvent, c'est inconscient. Ouais. Les gens ne savent pas qu'ils ont un masque ou qu'ils ont peur d'eux. Mais tu sais, tu as été étalé tellement sur les réseaux sociaux à un moment donné. Il n'y a plus vraiment de quoi. Il y a de quoi cacher vraiment. Puis sinon, si on a réglé notre dark side, ou si on a réglé de quoi, à un moment donné, il y a... On est dans un lâcher-prise aussi, parce que Ouais. quand t'as été dans des côtés tellement sombres tu sais, t'as atteint le rock bottom que la plupart des gens vont pas atteindre. Parce qu'il y a des douleurs très... Tu sais, comme quand ma mère est décédée, ça a été pénible. Mais c'est pas la même douleur que, exemple, l'humiliation publique ou tout perdre, ou tu sais, des affaires que... on en parlait un peu Ouais. avant l'émission. C'est autre chose. Je pense que c'est la peur numéro 1 des gens, ça. La peur du ridicule. La peur de l'humiliation publique. Ouais. Au-delà de la peur de mourir, évidemment. Là, Puis c'est que de tout quoi? le monde Quand a tu peur. passes à travers de ça, Ouais, là, c'est t'as un jamais lâcher vraiment prise fini. après. Ben après ça, il y a... Je dis, qu'est-ce que tu peux... À part me tirer qu'un fusil, je vois pas comment plus mal tu pourrais me faire. Mais c'est une belle libération en même temps quand t'es Faut le plus voir de même. atteint par des insultes. Parce que dès que t'es un personnage public, moi, je pensais que c'était à cause de mes prises de position durant la COVID que je mangeais autant de merde. Mais non, je réalise que dès que t'es quelqu'un de public, quand même que tu chantes Je t'aime, Ouais. promenons-nous ensemble, main dans la main, tu vas manger de la merde. Ben, si t'en manges souvent, c'est pas parce qu'ils veulent t'en donner, c'est qu'ils veulent créer une réaction. Puis que si tu leur as répondu, il y a de quoi, là, il y a un rush de j'ai réussi à passer à travers tout le bruit pour que cette personne-là que j'ai vue me porte un minimum d'attention. C'est un peu comme les applications. Tout le monde, c'est ça la monnaie aujourd'hui. C'est la seconde d'attention. C'est comment l'attention que les compagnies veulent qu'on aille et que les gens veulent aller chercher. Fait que des fois, oui, ça peut être sur tes prises de position, c'est sûr et certain, mais c'est pourquoi les gens écrivent à ceux qui n'aiment pas et qui n'écrivent pas à ceux qui aiment. Ouais. C'est parce qu'on est tellement habitués d'entendre, on est endoctrinés par des chansons qui sont tout le temps le malheur. Tu sais, c'est Johnny Hallyday qui disait le bonheur des gens, on s'en fout. C'est vrai. C'est le malheur qui vend, tu sais. Mais en même temps, je peux comprendre ce besoin d'attention, puisque je disais que j'en avais besoin moi-même, mais il y a des façons saines. positive. Ouais, là, c'est ça. je veux qu'on m'aime, mais je vais pas faire chier le peuple. Il y a des tu sais, façons mais je saines. comprends pas de vouloir de l'attention comme ça en lançant du venin sur les autres. tu sais. C'est triste. Est-ce que c'est en prenant des grosses prises de position comme tu as fait que tu as réussi à te durcir la couenne, ou est-ce que c'était déjà une couenne que tu avais déjà durcie, toi, depuis? Non, j'ai pas la couenne dure du tout. Fait que ça t'affecte-tu beaucoup? Tu lis-tu ça? Je me fous pas mal maintenant des attaques, des critiques. Comme on en parlait avant l'émission, encore aujourd'hui, à chaque semaine, je reçois des attaques par rapport à Bernard.
Oui, ça, on va en parler de ça. Bernard, pour que les gens, si les gens ne le savent pas, parce que de mon public, moi... on n'a pas le même public. On n'a pas le même public du tout. Mais c'est cool, genre, on va rejoindre un nouveau public. Ouais. Bonjour à tous. Les gens qui ne te connaissent pas, Amélie Paul, c'est une fille qui prend des prises de position depuis la COVID, puis qui dit que ça n'a pas d'allure, puis blablabla. Mais aussi, il y a un moment donné... Il y avait quoi? C'est des suppléments naturels? En fait, moi, j'ai connu Bernard Lachance, qui était un chanteur dans le temps. Il était quand même connu, avait été à Oprah. Oui, il avait rempli sa salle, lui, par lui-même. Oui, exactement. Oui, okay, mais oui. il avait même dénoncé que tout était faux parce que les médias l'encensaient comme quoi qu'il avait fait ça, mais en fait, c'était tout arrangé. Il y avait un mécène qui payait, il avait payé la salle pour lui, puis ils ont juste fait un stunt devant les caméras comme quoi qu'il vendait les billets dans la rue, mais c'était tout faux. Ah oui? Ah oui! Mais comment il a rempli? Il donnait les billets. Ah, ben c'est génial, ça. Ben ouais, ça fait un Christy de bon stunt. C'est super bon stunt. Puis louer cette salle-là, c'était quoi, 3 000 4 000 mettons? Je pense que ça avait... Non, c'était 10 000. 10 000? Parce qu'il avait loué le... Je sais plus comment ça s'appelle, à Chicago. Oh, OK. Donc, mais tu sais, c'était un Christy stunt. Il s'est ramassé. C'était un génie du marketing. Oui, bravo. C'est un frère Tadros. C'est un frère Tadros. Oui. Exactement. Mais tu sais, les gens ont... bon, je vais commencer par le début. Donc, lui, au début de la pandémie, il a fait une sortie publique pour dénoncer une arnaque. Pour lui, l'arnaque du VIH, qu'on ne va pas embarquer là-dessus. OK. Qu'on soit d'accord ou non, ça n'a aucune importance. Mais là, j'ai fait, ah bon? Tu sais, il y avait un parallèle intéressant avec la COVID. Puis moi, je me suis intéressée à lui, je l'ai interviewé. Donc, sa démarche puis ses prises de position étaient faites avant que je le connaisse. OK. Juste pour préciser, parce que les médias ont comme dit que moi, j'y vendais des produits naturels pour qu'il arrête de prendre ses pilules. Tu sais, que ça n'avait aucun Parce qu'il y avait sens. le VIH. Oui, exactement. Et lui, 3 ans avant, il avait décidé d'arrêter de prendre sa trithérapie. Décision qui lui appartenait, comme quelqu'un qui décide d'arrêter une chimiothérapie. Oui. Mais pour lui, tout ça, c'était une arnaque, comme la COVID. C'est pour ça qu'il avait décidé de sortir au moment de la COVID pour faire le parallèle. Bref, ça, le but, c'est pas de discuter de ça. Ça dépend des croyances de chacun. Mais les médias, à sa mort, à Bernard, les médias ont laissé sous-entendre que je lui vendais des produits naturels pour remplacer sa trithérapie. Où ils ont pris ça, cette idée-là? C'est-tu que pendant le podcast, il a dit « J'ai de quoi pour toi? » Non, c'est qu'on avait une amie commune qui s'appelait Mélanie, que André connaît d'ailleurs, qui nous vendait des produits naturels, là, juste parce qu'on aime ça, on est grano, puis on triple là-dessus, donc ça n'avait pas rapport au fait qu'il y avait le VIH, donc il consommait ces produits-là juste comme ça, là, comme moi, par exemple. Mais c'était trop facile, probablement parce que je suis naturopathe, je pratiquais pas, mais ils ont fait le lien que je suis naturopathe, je suis inscrite sur ce site-là, donc je vends ces produits-là, donc j'y ai vendu, tu sais, bon. OK. Ça devait être ça, l'espèce de... C'est ça, c'est conspirationniste, de connecter des dots. Ils ont fait une bonne conspiration. Et même, notre amie Brigitte Noël, qui écrit l'article de Radio-Canada pour me démolir et démolir ma vie. Je la salue d'ailleurs. Que Dieu te bénisse, Brigitte. Mais elle avait contacté la compagnie, c'est Immunotech, je vais la nommer. Elle avait contacté la compagnie pour dire que je vendais leurs produits en disant que ça guérissait le sida. Oh my God. Et ça, c'est complètement fabulation. Complètement fabulation. Je ne vendais pas, c'est Mélanie qui vendait les produits. Moi, je ne les connaissais pas pour en parler. Je ne suis pas très bonne vendeuse. Et là, donc, lui, il est décédé. Oui, c'était toujours un mystère. De quoi il est décédé? Supposément d'une septicémie bactérienne. Comme quelque chose dans ses intestins. Quelque chose qui était une défaillance du système immunitaire, visiblement. Oui. Donc là, lui, il est décédé de ça. Et après ça, bon, ils ont dit, toi, c'est à cause de toi que lui est mort. Mais tu sais, l'article laissait des suppositions. C'est sûr que ils ont dévoilé, Brigitte Noël a dévoilé des conversations qu'on avait privées, moi et lui. Je savais même pas que les médias avaient le droit de publier ça. Tu sais, des textos de marde. Ouais. Tu peux imaginer qu'est-ce qu'on se dit entre meilleurs amis, que tu dis des conneries. Puis là, qui sortent ça de leur contexte. Oui, c'est hors contexte. Fait que toi, t'as vu ça, t'as dû capoter, toi, quand t'as vu ça la première fois. Comment est-ce que c'est? T'as commencé par l'article. Tu lis l'article la première fois. Ou c'est quelqu'un qui te l'envoie? En fait, j'ai passé 3 jours à me demander, vas-tu avoir un article? Parce que Brigitte Noël m'avait dit, on sort, que tu me répondes ou non, on sort un article. Mais moi, dans ma tête, je me disais,
Mais ils n'ont pas le droit de publier des conversations privées entre moi et mon ami. Voyons, ils n'ont pas le droit. Fait que je m'en foutais un peu. Mais quand ça a sorti... Oh! Ah, mais le pire, je me rappelle, c'est que j'étais sur la page Facebook de Bernard. Je pense que... Parce que, tu sais, je vivais quand même encore le deuil. C'était tout récent. Fait que c'est mon meilleur ami qui vient de mourir. Je pense que je regardais ces trucs. Je regardais les messages publiés de mes condoléances. Ouais, c'est ça. Je lisais ça. Puis là, tout à coup, pff, la page, elle était fermée. Puis là, l'article est sorti. Donc, ils ont fermé les pages, les réseaux sociaux de Bernard avant de sortir l'article, probablement pour pas que personne puisse aller voir ses vidéos, puis qu'est-ce qu'il faisait, puis comment il militait avant, puis il aurait vu que l'article de Radio-Canada n'avait pas de sens, mais ils sont assurés de fermer ses réseaux sociaux avant. C'est drôle, j'ai fait le lien parce que ça a fermé, puis peut-être 1 heure après, quelqu'un m'envoyait l'article. Là, ça a fait « Oh! » Comment t'as vécu ça, toi, de lire ça chez vous? C'est top parce que tu dois marcher, faire les 100 pas, les crier chez vous. Ben, j'ai ton lu chum, l'article, je shakeais en lisant, puis là, mon père est arrivé. Et ben moi, je faisais juste lire un article, là. Écrit sur Internet, mon père est arrivé, il dit « T'as-tu vu au bulletin de nouvelles? » C'était genre prime time à 6 heures. J'ai fait non. Parce que mon père, c'est sûr qu'il écoute toujours les nouvelles, comme un bon papa de son âge. Mais oui. Fait que, mais tu sais comment qu'il devait capoter, mon père, là. Mais oui. Mais il riait, il disait, ben non, c'est pas si pire que ça. Puis tu sais, il essayait tellement de dédramatiser, là. C'est pas facile. Je vais brailler juste à y penser comment il a dû être fort, puis il a dit, tu sais, je suis là, ma fille, puis... Il savait parce que j'y parlais de Bernard puis tout ça. Il a dit, mais je vais toujours te défendre, je vais toujours être là pour toi. Tu pourrais avoir littéralement tué quelqu'un puis je vais te défendre. Là. Fait que ça, là, ça m'avait t'es comme touché. accusé d'avoir tué quelqu'un. Puis... Ben, c'est ça, l'article de Radio-Canada disait pas que j'avais tué quelqu'un, mais tu sais comment que ça déboule dans la tête des gens, là. Puis après ça, Xavier Camus sur les réseaux sociaux, il s'est mis sur mon cas et... Là, je pense que c'est dans la tête des gens qui font des associations. Puis là, c'est le monde qui finisse par dire ça. Mais tu sais, Brigitte Naël, évidemment, elle n'a pas dit que je l'ai tué. Mm-hmm. Elle a fait... Mais là, après ça, les gens commencent à dire ça. Puis là, tu reçois encore aujourd'hui des messages. Oui, exactement. Je reçois encore de la haine par rapport à ça. Comment tu fais pour souper, dormir, regarder la TV tranquille? Ben, est-ce que des fois, tu te réveilles le matin, tu penses à ça, tu te couches le soir, tu penses à ça? Non, ça a été au début. C'est sûr que tu sais, là, tu t'imagines, je vais aller en prison. Parce que tu t'imagines le pire, là. Puis tu dis qu'ils peuvent inventer des histoires, fait que tu n'as plus aucune confiance au système, là. Tu sais, tu peux même pas dire, ben non, j'ai rien fait, je suis pas en danger. Parce que là, tu as coup de bâton après coup de bâton, dans le sens, après ça, j'ai perdu mes chaînes YouTube. Après ça, je perds mes spectacles. Puis bon, tu sais, là, c'est des articles dans les journaux comme quoi tel festival est cancellé parce que moi, je suis là. Puis une chose, ça n'arrête pas. Là, c'est comme à chaque jour, tu te dis qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Ouais. Donc, tu n'as plus aucune confiance. Tu te sens complètement vulnérable et que n'importe quoi peut t'arriver parce que tu dis, OK, ils peuvent inventer des choses pour démolir quelqu'un. Tu sais, c'est ça qui se passe dans ta tête. Là, il vient que tu as un nouveau coloc dans ta tête pour longtemps parce que c'est difficile d'avoir confiance après. Ou comment tu fais pour faire des moves, des vidéos, encore aujourd'hui, sans penser que c'est ça que tu vas avoir à dealer avec? Aujourd'hui, je sais que je suis cancellée. On est plusieurs qui vivons ça, qu'on est cancellé dans le mainstream, mais aujourd'hui, je l'ai transformé en force, tu sais. Comment? Ben, en même temps, je vois la souffrance de ces gens-là, ou souvent, c'est juste des trolls, j'imagine. Je sais pas si ça existe encore, ça, des gens qui sont engagés juste pour... Mais tu sais, je sais pas s'ils sont engagés pour ça, non. Ça? Je sais pas s'ils sont engagés pour ça, mais il y en a qui l'ont en eux, ça, de juste vouloir... Mais tu sais, des fois, je vais voir le profil Facebook de la personne qui me dit quelque chose de très, très violent. Là. Souvent, c'est un profil que tu vois que c'est borderline. Tu vois que c'est pas, ouais. Mais des fois, je vois, un père de famille avec ses enfants, puis tu sais, qui... Là, je me dis, mais voyons, sérieusement, tu sais, ça arrivé peut-être 2 fois que j'ai parlé avec la personne, puis que j'ai dit, sérieusement, là, tu sais,
T'es un père de famille, tu vas parler comme ça. C'est ça l'exemple que tu veux donner à tes enfants. Tu sais, tu trouves pas que c'est loser. Hein? J'ai déjà joué à dire, OK, bon, parfait, je garde tes informations, puis je donne ça à mon avocat, puis juste pour le faire capoter un peu. Oui, parce que toi aussi, c'est ça. J'ai essayé toutes les tactiques. Oui, c'est top, ça, c'est ça. Puis là, le but, c'est de ne pas renvoyer de l'énergie, j'imagine, là-dedans, pour que... Maintenant, je prends quand même des screenshots, parce que mon chum, ça fait 4 ans qu'il me répète, à un moment donné, là, on va faire quelque chose avec ça. Mais tout ça, j'aurais pas eu la force. Puis même quand c'est arrivé, les gens me disaient pourquoi tu poursuis pas pour diffamation? Mais j'ai-tu vraiment la force? Puis le temps, mettre ça là-dedans. Puis en même temps, j'ai tellement de fougue, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de créativité. Je préfère créer positivement, prendre mon énergie pour créer positivement plutôt que d'essayer de passer du temps à gratter pour mettre... c'est une grosse décision, de faire ça. Créer un dossier, puis embarquer là-dedans. Puis, tu sais, c'est tellement corrompu, le système judiciaire. J'ai-tu vraiment envie de... Mais je garde quand même les screenshots, puis je garde tout au cas où que ça me serait utile, parce que en diffamation, apparemment, que tu peux poursuivre 1 an après la diffamation. Oui. Mais l'exception, c'est que si la diffamation a des répercussions dans le temps plus longtemps, et puis là, dans le fond, ben, c'est la preuve que ça a des répercussions 4 ans plus tard. Donc, je garde les screenshots. Peut-être que ça pourrait être utile, mais comme je dis, il y a tellement des belles choses qui m'arrivent puis qui s'en viennent. Je me dis... Parce que je sais que t'es spirituel un peu, puis quand... On dit souvent, si une porte ferme, il y en a une autre qui ouvre, puis il ne faut pas la regarder trop longtemps fermée. Regarde à l'entour. As-tu senti d'autres portes ouvrir? Ben oui, mais je sens justement, c'est comme des... Mais là, c'est peut-être un peu New Age pour certains. Je suis tellement pas New Age. Mais c'est dans le sens, j'appelle ça des cadeaux évolutifs pour te réaligner, tu sais. Pour te réaligner sur la bonne voie, parce que peut-être que là, je m'en allais dans un chemin trop de l'ego. Hein? Avec la COVID, là, puis on a eu beaucoup de visibilité, puis beaucoup de... Tu sais, peut-être que ça mousse le... T'es peut-être dû pour te faire casser un peu, puis te ramener, te faire aligner sur les bonnes raisons. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Pourquoi tu le fais? Puis, ouais, j'ai l'impression qu'à quelque part, on se crée des cadeaux évolutifs pour se remettre sur la bonne voie. Dans le sens, c'est comme d'être capable de prendre cette cicatrice-là. Mettons que si je fais une analogie, que cette cicatrice-là d'en face va te rendre encore plus belle. Tu sais. Ben oui, mais parce que quand tu atteins le rock bottom, tu rebondis plus haut. Tu sais. La plus grande la contraction, plus grande l'expansion. Tu sais, si tu plies plus tes genoux, tu vas sauter plus haut. Fait que moi, j'ai tout le temps cette impression-là quand il arrive quelque chose de difficile. L'expansion va être bonne après. Tu sais. T'es-tu réussi à te booker des spectacles encore? Non, pas ici. Je trouve ça particulièrement difficile ici parce que, mettons, une possibilité de Montréal, Québec. Mais toi, ça va bien, tes spectacles? Je suis capable de me booker. J'en ai pas encore 3 semaines. Là. Moi, j'aimerais beaucoup ça faire 3 fois semaine. Mais il faut vraiment que je sois parallèle à l'industrie. Il faut que je me booke ça des endroits où il y a rarement des spectacles, où il y a des affaires que puis là, je dis au monde, venez me voir là. T'as un bon following fidèle qui te suit, J'en ai un pas pire encore, mais je suis pas encore... c'est pas tout le monde qui est au courant quand je suis en show. Il faut que je dépense plus, faut que je fasse plus de publicité là encore. Je suis en train d'apprendre à comment tout faire tout ça. Là, c'est que j'ai trouvé ça difficile de tu sais, moi, je viens de la musique. J'ai fait des tournées en Europe ou même ici, je jouais dans des festivals un peu partout au Québec. T'es numéro 1 à iTunes quand ça a sorti. Quand t'as collé la shot, c'était tellement une belle victoire, ça. C'était une belle victoire, effectivement. Mais tu sais, c'est qu'avant, moi, j'étais engagée pour jouer dans les événements, puis je faisais mon show, je me donnais à fond, puis après, merci, bonsoir, tu sais. Mais là, c'est l'aspect de, OK, bon, il faut que je magasine une salle, que je trouve quelqu'un qui est ouvert à d'engager quelqu'un qui a l'étiquette complotiste.
Ensuite, c'est de gérer la vente des billets. Tu sais, la plateforme, gérer la vente des C'est billets. Puis beaucoup. ça, la promo. Puis là, il faut que tu ailles sur toutes les plateformes pour promouvoir. Puis c'est dur. Puis déjà que j'aime pas beaucoup ça, vendre. Puis là, tu es tout le temps en train de vendre. Oui, s'il vous plaît, encouragez-moi. Ouais, hein. c'est très difficile. Puis là, tu te stresses parce que je vais t'arriver dans mes dépenses. Moi, j'ai des musiciens à payer. Puis c'est pas... ils jouent pas pour des pinottes, là, ces Ouais. musiciens-là. C'est 350 piastres. c'est Un des musicien, pros, d'habitude, des tu sais. pros, hein. Ben là, le premier show, c'était 500 piastres. Après ça, j'ai dit, les amis, c'est pas C'est c'est dur, là. Ça va être justement 350 Ouais, à peu près. 350, c'est pas mal. Que tu payes tes musiciens. Puis là, la journée du spectacle, tu gères les trucs. Tu sais, t'as la loge, tu gères tout le monde. Tout le monde est après toi. Même Amélie. Ouais. Là, t'es brûlé, puis t'arrives sur le show, la scène, que c'est ça que tu préfères. Mhm. Puis là, t'es Finalement, brûlé. t'es brûlé, puis... Fait que ça m'a turné off. Surtout que le dernier show que j'avais produit, c'était à Québec, puis je pense que tout n'était pas très bien aligné, puis ça a été particulièrement difficile de vendre les billets cette fois-là, puis ça a été une bonne leçon d'humilité, parce que la salle était comme à moitié, tu sais, puis je trouve que, ouais, c'est... Ouais, je comprends. Mais ça, c'est pas parce qu'ils savent pas ou il y a de quoi qui s'est passé. Ben, Il y a c'est plus de monde aussi, qui il y le savait. avait, mettons, Éric Lapointe, il jouait dans un festival. Ah ouais, à côté. Éric, Seigneur, j'ai un karma avec Éric Lapointe. Ouais, hein, t'es en même temps souvent. Non, mais j'avais un festival en Gaspésie pendant la COVID. Quand les shows recommençaient, j'étais en première partie avec mon ancien band avant la COVID. Mais là, ça avait été reporté, ça avait été annulé. Puis là, je pense que c'était en 2021. Finalement, OK, les festivals peuvent avoir lieu, donc on va le faire. Donc, mon band était en première partie d'Éric Lapointe. Et finalement, ça a été cancellé parce que je suis moi et je suis très dangereuse. Oui. Je pense qu'ils ont reçu des trolls, là, des appels de trolls pour dire vous engagez une dangereuse complotiste. Puis Ils sont tellement fébriles. Hein? le président du festival m'a appelé. Il dit écoute, Amélie, j'ai le CA sur le dos. Le maire m'a appelé en panique. Ils reçoivent des appels. Je suis obligée de te canceller. J'ai pas le choix, Amélie. Mais le plus ironique, c'était que Éric Lapointe, lui, n'était pas cancellé. Ouais. Puis c'est drôle parce que j'ai rien contre lui, mais il y avait quand même des accusations contre lui. Puis on le sait que c'est pas un enfant de cœur, là. Je veux dire, drogue, alcool, ça fait pas de lui une mauvaise personne, mais dans le sens... C'est pas un enfant de cœur. Éric Lapointe, c'est moi qui est toute innocente. C'est que la ligne entre qu'est-ce qui est un deal breaker puis n'est pas un deal breaker, comme elle est floue. à un moment donné, j'avais atteint le numéro 1 d'une radio au Saguenay. Et là, le monde, ils ont appelé la station parce que moi, j'ai osé mettre sur mes réseaux sociaux parce que j'étais très fière. Je disais, Ben j'ai oui. atteint le numéro 1. Puis là, c'est comme si on se sabotait. On se sabote de dire, nous-mêmes, mais je vais faut- mettre un boost là-dessus, ben c'est cool. Puis là, ben, tout le monde écrit. Faudrait qu'on dise rien pantoute, finalement. Tu sais, c'est ça, faut qu'on dise rien. Parce que là, les trolls, ils voient que t'es numéro 1, ils appellent la station. Hey, Amélie pas, puis ils font peur, j'imagine. Je sais pas pourquoi qu'ils choquent. Le monde choque à cause de trolls qui appellent. Parce qu'ils vont perdre de l'argent avec si les trolls font ça, puis il y a quelqu'un du quincaillier du coin qui entend ça, Ils perdent un commanditaire. Ils perdent un commanditaire, à un moment ouais, c'est donné. ça. Fait que là, la radio avait fait un statement comme quoi qu'ils ne joueraient plus la musique d'Amélie Paul, puis n'endossent pas mes propos complotistes. Puis là, je dis, crime, faut-tu vraiment pour faire jouer la musique d'un artiste que tu sois d'accord avec toutes ses opinions? C'est comme... C'est quelque chose, hein? C'est complètement débile. La débilité qu'on a atteint en tant que société avec cette pandémie, c'est juste surréaliste. Mais j'en parlais d'ailleurs l'autre fois. C'est à qui je parlais de ça, André? Où est-ce qu'on est rendu quand on souhaite la mort de quelqu'un aux États? Tu sais, que Trump, ils l'ont... Ah oui. Puis là, t'es rendu pourquoi ils l'ont manqué, puis Jean Charles qui meurt, ce style-là. Puis on est rendu... Moi, je suis plus capable d'entendre parler. Non, Je c'est ça. suis plus capable. Non, ouais, ben j'ai arrêté de fermer la TV, puis C'est grave. Mais même ces réseaux sociaux, là, je veux dire, moi, je Mon suis algorithme accro n'est à pas là. X. J'étais accro à X. Je suis capable d'aller sur X parce que je trouve ça lourd, tu sais. Yeah. Mais pour en revenir avec les beaux cadeaux, ben oui, la vie me donne des beaux cadeaux. Stéphane Cuvelier, je sais pas si tu connais Non. l'humoriste belge,
que lui, il était déjà humoriste depuis des années, mais bien sûr, il a été cancellé avec la COVID, mais il fait des shows partout en Europe, France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Espagne, puis ça va bien. Puis il a décidé de produire mon show. Donc, j'ai 4 dates déjà au mois d'octobre, 2 en Belgique, 2 en France. Show d'humour? Musique? Là, ce show-là, il s'est beaucoup transformé. Au début, il a dit... Tu m'en avais parlé au début. J'ai dit, je vais écrire ton show. Fait que je suis allée 2 semaines avec lui, qu'on a travaillé un petit peu les idées. Il a dit, quand tu vas partir, je vais me louer un bureau, puis je vais écrire tout ton spectacle. Mais là, en 2 semaines, on avait travaillé les idées, où ça s'en allait. Et puis, finalement, il a dit, écoute, Amélie... c'est la première fois que ça me fait ça. L'inspiration me vient pas du tout. Il m'a dit, écrire pour une fille, déjà, puis une Québécoise, t'as pas la même culture que moi, puis t'as pas le même... Ça, on n'a pas le même style. Lui, c'est un humour très physique. C'est un humoriste, un vrai humoriste. Puis toi, t'es pas vraiment un humoriste. Tu sais, ton humour, c'est dans le texte. Plus, moi, je vais le jouer. Fait que c'est comme si je sais pas comment écrire pour toi. Là, j'ai fait, sais-tu, tout est parfait. Parce que ça me jouait dans la tête. Je me disais, ouais, j'aurais aimé ça, dans le fond, tu sais, jouer mes propres textes, là, jouer le texte de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose à prendre. Ouais, c'est ça, c'est weird. Fait que finalement, ça s'est transformé d'un show d'humour à... Là, c'est plus une conférence d'humour. Une conférence, que je passe un message, mais conférence avec légèreté. Tu sais, c'est ça, on va bien rigoler. Humoristique. Ça s'appelle Le fabuleux destin d'Amélie Paul. Super, c'est ça. Bon, hein? Oui. À chaque fois que je dis le titre, le monde a la même réaction. On dit, oui. Hey, c'est bon. Excellent flash. Parce que je raconte quand même mon vécu avec humour. Puis il y a 2-3 sketchs. 2-3 sketchs. Là. Il y a un sketch que carrément je joue un personnage. Fait que ça va être plus un défi parce que je suis pas une humoriste. Mais là, je vais au mois de mai en Suisse travailler la mise en scène avec un metteur en scène là-bas. Donc, c'est des beaux défis, c'est beaucoup de stress. Ça me joue dans la tête. Je dis, est-ce que je vais être à la hauteur? Je ne serai pas à la hauteur. Tu es sorti de ta zone de confort solide. Là, je suis sortie de ma zone de confort d'aplomb. Mais... Ton père va être fier. Je sais même pas. Non, parce que là, c'est pas tangible, tu sais. Ça reste que tu t'en vas outre-mer. Mais je suis allée, je te l'avais dit, je suis allée faire un festival à Montpellier, en France, un festival d'humour. Là, je faisais juste Comment c'était? Tu m'avais envoyé le texte? Oui, ça avait bien été, mais c'était comme... Mais c'est drôle, je veux pas rien dire contre Jean, mais c'est Jean qui m'avait... Je pense que le texte que je t'ai envoyé, finalement, j'ai tout scrappé ça. OK. Puis Jean m'a écrit un autre truc, qu'on l'a écrit ensemble, mais tu sais, je me suis dit, mais Jean, c'est un professionnel, il a de l'expérience, je vais me fier à lui. Sauf que je le filais moins parce que c'est de l'humour de normies. OK, ouais. C'est pas de l'humour pour notre public. C'est pas le même genre d'humour. Je sais pas. Ben moi, je fais de l'humour de normie. Moi, je suis très... je suis pas très revendicateur. Là, moi, j'ai dit, coudonc, je vais faire de l'humour de normies, je vais essayer, mais ça a bien été. Écoute, il y avait 2 représentations dans la même journée. D'ailleurs, tu vas pouvoir m'éclairer là-dessus, parce que tu es un professionnel. Mais la première représentation, dans l'après-midi, le monde se tordait de rire. J'étais en feu, tu sais, j'étais comme, ah ouais, let's go. Puis il y avait vraiment une belle énergie. Puis la représentation du soir... Peut-être que là, les gens, ils revenaient de souper. C'était quand les... C'était quel jour? C'était un samedi. Un samedi? Ah oui, puis mais dans la journée, parce qu'il y avait des marchait? shows toute la journée, là, parce que c'était du matin au soir. Okay. Des shows, des humoristes toute la journée. Puis la première représentation, ça a super bien marché. Puis la deuxième, mais c'était peut-être une salle plus grande aussi. C'était pas au même endroit? Plus froid. Non, c'était 2 salles différentes, mais sur le même site de festival. Chacun, on jouait 2 fois, une fois dans la plus petite salle, puis une fois la plus grosse, comme une grosse tente. Là. Et c'était correct, mais tu sais, j'ai pas senti la vibe, là. C'était plus relax. Mais c'est pas scientifique. Il y a jamais c'est ça, il y a jamais... C'est pas scientifique. Des fois, je peux pas expliquer pourquoi une joke meurt. Je la fais de la même façon. Ça fait 15 fois. D'un coup, 16e fois. Moi, je me dis, coudonc, moi, c'est un triomphe, mon gars. Un triomphe. J'arrive, gonfler à bloc pour la deuxième représentation. Puis ouf, OK, ouais. C'est comme ça que ça marche. Hein, c'est jamais pareil. Là. Qui avait passé avant toi aussi? Ça se peut. Mais là, Stéphane passait après moi. Fait que peut-être que... Ah oui, OK, oui.
Stéphane Cuvelier, l'après-midi, avait passé avant moi. Fait que là, le monde était en feu. C'est ça, ils les avaient bien réchauffés. Oui. Puis moi, quand je suis passée après le souper, là, c'était peut-être pas une bonne place pour moi. Non, c'est top, ça. Ouais, c'est pendant la boule de crème anglaise. Parce que là, fallait que je les restart. Là, le monde est digère, ils sont fatigués. Ils ont été là toute la journée. Je le sais encore pas, c'est comme ça. C'est moi qui les restart, puis je n'étais peut-être pas assez professionnelle, assez bonne, assez à la hauteur. Ça prend les gros gags en partant. Puis surtout que c'était pas peaufiné. Il n'y a pas eu de mise en scène. Moi, c'était juste un texte. Jean, il m'a aidé à écrire ça. Puis, mais c'était très humour de normies. Mais bravo. Ça reste que... J'ai quand même osé le faire. Ben, le courage que ça prend pour quelqu'un d'écrire quelque chose sur un morceau de papier, puis de penser que ça va être drôle, puis d'aller le dire. Là, t'es tout nu, là. Hein? Ça n'a rien à voir à chanter. Chanter, c'est vraiment plus facile. Que l'humour, moi, j'ai tout fait sur scène. Là. Tout dans le domaine artistique, j'ai tout fait. Puis c'est l'affaire la plus dure, je confirme. Ouais, c'est pas facile. L'humour, c'est fois 1000 le plus dur. Je le dis souvent aux jeunes humoristes, ceux qui sont encore game de me parler. Il y en a un, je le salue, Sam. C'est-tu mauvais pour ma réputation d'être avec toi? Là? Oui. Okay, parce que moi, les gens qui ne savent pas, moi, il y a une fille sur les réseaux sociaux qui a commencé à dire que j'avais remis la tête dans le bol de toilette, ce qui n'est pas vrai. Ouf, je pense que je vais y aller. Non, reste là, je vais changer. Mais en tout cas, ça pour dire que moi aussi, je l'ai eu. Mais quand je parle aux jeunes humoristes, souvent, je pense que dans la nouvelle génération, ils veulent se donner de la hiérarchie un petit peu partout. Moi, je suis rendu là, toi, t'es ici, toi, t'es en bas, t'es en haut. Moi, je suis un open mic. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est la même peur pour quelqu'un qui a de l'expérience que pour quelqu'un qui a zéro expérience d'écrire quelque chose sur un morceau de papier, d'avoir l'arrogance naïve de dire « je pense que c'est drôle, ça », puis là, d'aller devant la salle, puis de le dire. Puis de le temps de voir si ça va rire ou si ça rit pas. C'est la même peur que moi, j'ai quand j'ai fait du nouveau stock. Mais avec ton expérience, tu dois savoir tout de suite ce qui va pogner ou non. J'ai plus de facilité à filtrer le moins drôle, mais ça ne veut pas dire que ça va être drôle quand je vais le dire. Des fois, il manque l'information ici. C'est comme en me réécoutant, je le sais, non, j'ai pas assez parlé de ça avant. Et c'est juste moi, je me suis fait rire sur papier, puis j'étais certain que ça va marcher, puis ça n'a pas marché pas tout. Fait que ça va arriver. Mais ce qui arrive, dans la frousse, elle est la même. Là où c'est pas pareil, c'est plus je fais ça dans la vie, plus je m'en contrefiche que ça rit pas. Parce qu'on prend le process. Ben oui, parce que ça fait partie du processus. Mais il y a aussi le fait que des fois, c'est bon. Même si on rit pas, mais c'est bon, pareil, ce que tu as dit, puis les gens écoutent. Puis, tu sais, il faut pas capoter si le monde sont pas en train de rire aux larmes. Ben, c'est drôle parce que tu dis ça. J'ai une phrase dans mon show que j'ai dit là, après 300 fois, je l'ai faite. J'ai dit, je vais lâcher. Si personne ne rit jamais quand je dis ça, puis pourtant, je suis fier de la phrase. C'est tout le temps, je disais, quand tu cherches du sexe, tu as besoin d'une application, ben, quand tu trouves l'amour, tu aurais besoin de t'appliquer. C'est bon, mais c'est pas drôle. C'est le jeu de mots qui est intéressant, mais on va pas faire rire à pu finir. Ben, je vois bien ça. Non, mais mon point, c'est que là, le texte que j'ai écrit, dont je suis beaucoup plus fière, puis Jean, désolé, c'est parce que tu as un humour de normies. Okay. Puis le pire, c'est quoi l'humour de normies? Mais j'ai dit, Jean, écoute, là, faut que tu te mettes dans la tête. Puis c'est pas un complotiste, Jean Conan, c'est un normies. Ah, OK, c'est Jean Conan. Lui, pour lui, oui, c'est Jean Conan. Okay. Puis je veux dire, quand on discute, là, lui, il est super open aux autres discussions, mais pour lui, toutes les affaires complotistes, ça n'a pas de sens. Mais je veux dire, il m'accepte comme je suis, puis on a des beaux débats, puis c'est le fun. Lui, il aime ça débattre. Moi, j'haïs ça. Okay. Lui est encore dans cette vibe-là, parce que sûrement qu'intellectuellement, c'est challenging, mais nous, ça fait 5 ans qu'on se fait essayer, là, on n'a plus le goût. Comme moi, j'ai pas le goût de m'ostiner avec personne. Tu penses ça? Good for you. Ouais, c'est ça. Balance, je vais pas essayer de te J'ai pas besoin de te changer l'idée. Ouais. Mais c'est ça, là, j'ai dit, Jean, il faut que tu te mettes dans la tête de mon public. Lui, il appelle ça ton écosystème. Dans ton écosystème. J'ai dit, il faut que tu te mettes dans la peau de mon écosystème. Tu sais, il pense pas pareil comme les normies. Fait qu'il dit, oui, je suis capable, je sais comment ils pensent, mais tu peux pas faker ça. C'est comme une espèce de clic de conscience. Ouais. Que si tu l'as pas eu, tu vas pas comprendre. Fait que, en fait, j'ai juste été naïve, mais c'est parce que je suis très insécure, puis j'avais peur de pas être à la hauteur. Fait que je me suis dit, ben lui est professionnel, puis qui va t'écrire un texte là, gratis? Jean, c'est sa job, là. Il fait pas ça pour des humoristes gratuits, il est payé, là. Mais moi, c'est parce que c'est un ami de longue date, il m'a aidé. Mais c'est ça, c'était drôle. Il y avait des bons gags, mais c'était pas mon style. Même les gens m'ont dit comme commentaire, ben tu sais, des fois c'était un peu vulgaire, là, mais j'avais dit à Jean, je veux être, tu sais, je veux que ça soit vulgaire, cru, rentre dedans, je veux choquer.
mais pas dans ce vulgaire-là. Parce que mon spectacle que j'écris, il les rentre dedans. Tu sais, c'est brutal. C'est comme la vérité brutale. Tu sais, Ouais. mais Ce que tu devrais faire, c'est d'écrire sans que ce soit des jokes. Les idées que tu as le goût d'amener sur scène, de dire, moi, c'est ça que je veux écrire, ça, c'est mon idée, puis je voudrais que ce que je veux qu'il en ressorte de cette idée-là, ça soit ce point de vue-là. Et là, avec ça, il va pouvoir t'écrire une joke. Tu comprends? C'est comme si... j'aime mieux écrire moi-même maintenant. Ah ouais, tu vois, ok. j'ai comme gagné un peu confiance au point de vue de l'écriture. Ouais. Ouais. Mais plus tu vas en faire, plus tu vas voir que quand tu en fais dans n'importe quelle condition, c'est ça qui est le fun. Il faut que tu ailles dans des baptêmes, dans une cabane à sucre, dans des endroits. Si l'éclairage, un micro puis du monde, tu le fais ta joke. Puis tu le fais. Puis peu importe le prestige, là, ça n'a pas rapport. Va la faire. Puis là, si ta joke là, est 5 sur 5 dans tous ces endroits-là, ben, tu sais que ça va une grosse clap quand ils vont être 3000. Mais tu sais que c'est comme... Tu sais, tu parlais tout à l'heure des jeunes humoristes. Mais les jeunes humoristes, j'imagine qu'ils sont drôles, tu sais. J'imagine qu'ils s'en vont là-dedans parce que c'est en eux, tu sais. Ils veulent être humoristes, puis... Il n'y a pas d'imposteur là-bas. Mais Tout moi, le monde... je suis pas humoriste. Fait que t'imagines-tu, c'est comme si dans ma vie, j'ai tout le temps été catapultée dans des environnements que c'est pas moi. Puis là, j'apprends sur le tas. Mais si tu continues à te dire ça, tu vas toujours avoir l'imposteur en arrière. Ben, Tandis j'ai tout que le si temps t'as- eu ce feeling-là Mais c'est toute que ma tu vie. catégorises humoriste. Là, si t'es Amélie qui est game d'écrire de quoi, puis je m'en viens vous le dire. M'en viens sur la scène en toute vulnérabilité. Ouais. Puis je vous parle, puis je me prends pas pour Si tu te prends l'humoriste. pas au sérieux, puis comme je t'avais dit, justifie pas au début, je ne suis pas humoriste. Si t'es déjà là avec le micro, le monde, il s'en fout de ton parcours. Je parle de mon parcours, puis je vous embarque dans mon délire. Puis, en fait, là, tu sais, T'as-tu tu le goût parlais d'une bonne joke, là. Mhm. J'ai confiance au texte. C'est que je sais pas, moi... tu sais, c'est le delivery. Là. Il y a Ouais. quelqu'un qui est très drôle. Il peut dire de quoi de pas tant drôle, puis ça va être hilarant. Oui, parce qu'il y a sa voix. Mais c'est tough de trouver sa voix. J'ai pas... Tu sais, c'est ça, j'ai pas C'est pas l'expérience. facile. J'ai pas trouvé mon... En fait, c'est drôle parce que moi, je connais rien là-dedans, mais le metteur en scène que je m'en vais voir, il dit justement, on va trouver ta voix, Ta on va musique. trouver t'es qui. Fait que moi, je Ouais. veux t'entendre juste le réciter, là, bien Oui. normal, Oui. puis on va travailler ton personnage. Mais tu tant sais. qu'il n'y a pas de rire, c'est tough parce que c'est avec le rire que tu sais que tu l'as. Je l'ai bien dit, Mais celle-là. c'est ça le problème, c'est qu'il faut que j'arrête de... Quand je vais le faire réellement, faut pas que je me laisse atteindre si les gens rient pas. Tu sais, Non. parce que des places que tu penses que c'est T'enchaînes. drôle, mais c'est ça, mais ça m'a tellement joué dans la tête. C'est Ouais, mais peut-être c'est pas tough. un métier pour quelqu'un d'aussi insécure que moi. Ben non, c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité à faire ça, mais aussitôt que tu as ton premier rire à quelque chose que tu as écrit, tu es accro après. Ah ouais? Ah oui, là, tu es comme. Mais c'est vrai que c'est ça un qui bon existe. buzz. C'est écœurant, ce feeling-là. Mais c'est, tu sais, chanter, là, t'as un astic de bon buzz, puis t'as pas tout le... T'attends pas rien du public, Non. t'attends juste qu'ils écoutent puis qu'ils t'applaudissent à la fin, mais aussi, moi, t'espères qu'ils vont bouger un peu, là, puis qu'ils ont l'air de s'amuser, mais Mais s'ils parlent, c'est pas grave. ouais, T'as mais- quand même l'ambiance. c'est tellement différent d'attendre un rire. C'est pas si facile. Non. Non, il y a de quoi de suicidaire là-dedans. Eh ben oui, y a on de est quoi de vraiment vraiment, là. pas normal. Non, il y a de quoi. Parce que même moi, je suis un bon public, je ris facilement, là. J'adore rire. Mais Good. parfois, je vais voir des trucs, puis je ris en dedans, mais ça me tente pas de m'exclamer. Ouais. Tu comprends? Fait que, tu sais, je peux dire que c'est très bon, le texte, mais j'ai pas... Yeah. je suis pas en train de mourir de rire, là. C'est ça qui arrive, c'est que des fois, c'est que si tu es capable de. Tu sais, le rire, c'est involontaire. Fait que. Ça t'arrive. On planifie pas de rire. C'est ça qui est beau. C'est que. Ah, mais C'est je que- me rappelle, tu m'avais dit de quoi? C'était tellement magique. Tu m'avais décrit ce qui se passe sur scène, puis l'espèce de vortex qui se crée avec le public, puis... Ah oui, avec c'était l'énergie. tellement, oui, l'énergie Ouais. du public. Je sais pas c'était- comment je t'ai dit ça, C'était là, mais- poétique, c'était Mais c'est franchement- beau, c'est comme c'est comme d'amener une fréquence. Tu as 2000 personnes en avant de toi, là, ou même 30. Là, peu importe. Ah oui, je me rappelle, tu m'avais fait réaliser un truc, ça m'a marqué. Ben, il me semble que c'est toi. Je sais pas si c'est Jean. Non, c'est plus toi. Jean, il est plus cartésien. Il est pas trop dans les émotions. Lui. Ouais, il est non, moi, je suis déconnecté très- là-dessus. Moi, je suis bien gros dans le feeling. Jean, c'est mon côté très, très cartésien. C'est toi qui as dit, c'est que rire, c'est se montrer vulnérable.
Donc, il faut que tu perces la carapace des gens. C'est pas tout le monde qui vont se permettre de se lâcher lousse, de se mettre à nu quasiment. Parce que pour moi, c'est si facile de rire. J'aime ça rire. Mais pour certains, c'est comme un petit peu un signe de vulnérabilité de se laisser aller à rire. Bien, c'est parce que dans l'ancien temps, rire, c'était une perte de contrôle. C'est pour ça que des fois, on a encore le réflexe dans notre ADN de faire « Ah ouais. Ça, là, c'est « Oh! » Je suis pas supposé de perdre le contrôle. Qu'est-ce que j'ai l'air comme ça? C'était pas correct de rire à l'époque. Oh! Puis là, à cette heure, c'est... Quand tu fais rire quelqu'un, c'est vraiment l'âme qui rit. Puis c'est l'ego qui fait ça, qui met la main sur la bouche. Mais rire... C'est ça qui est beau et qui est proche du divin. Ah oui, c'est la joie. C'est se permettre de dire... Parce que ça, je dis tout le temps dans mon show, le rire, ça veut dire « je t'aime ». Le rire, ça veut dire « je m'excuse ». Le rire, ça veut dire « on tourne la page ». Le rire, ça cicatrise. Puis le rire, c'est aussi se permettre de dire « je peux pas croire que j'ai ri à ça ». Puis c'est ça qu'on est en train de perdre un peu avec les gens aujourd'hui. Ils sont offensés facilement pour les autres. C'est bien rare. Moi, je suis pas offensé pour moi, mais l'handicapé, là, c'est pas cool ce que tu dis, tu sais. Pourtant, l'handicapé, il est content. C'est Jean-Marc Parent, ça, la première preuve de ça. C'est vrai, oui. Et, lui, il était un des premiers à faire quelque chose de si controversé. Mais c'est sûr que tu avais Yvon Deschamps qui... Mais on dirait que ça passait bien avec Yvon Deschamps. Hein? On comprenait le degré. C'est ça. Puis Jean-Marc, c'était in your face. Il venait d'arriver. On ne savait pas si c'était vraiment un handicapé ou pas. Puis là, les gens se sont outrés, mais pas parce que les autres, ils l'étaient. C'était pour les autres. C'est super comme ça. C'est woke un peu comme aujourd'hui. C'est un peu de même aussi. Puis c'est drôle. Justement, hier, j'ai eu un commentaire sur une vidéo que j'ai faite. Une petite vidéo quand je suis allée à l'île Maurice. Je suis à la plage, une place paradisiaque, puis je dis, vous savez, des fois, dans la vie, il y a des moments plus difficiles, mais là, c'est pas un de ceux-là. Comme pour baver un peu. Oui. Mais tu sais, je fais des petits trucs de même, c'est banal, c'est court, c'est pour troller un peu, mais c'est de l'humour, c'est pour mettre un peu de joie, de rire. Puis quelqu'un écrit, je peux pas croire que tu... publie un truc comme ça quand il y a la guerre à Gaza. Puis c'est là, tu te dis, sérieux, on a-tu le droit de vivre dans la joie un peu, de répandre la joie, du rire? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Tu l'as dit, c'est divin, le rire. Tu sais, quand tu ris, c'est bon pour le corps, en plus, pour toutes tes cellules. Puis ne serait-ce qu'un instant, tu vas oublier les difficultés dans ta vie. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus noble que le rire. Moi, j'admire tellement les humoristes. Ce que j'ai aimé, moi, quand un moment donné, cet été au Havana Resort, on était toute une gang. Il y avait Bernard Lachance, le médecin. Il y avait... Bernard Lachance? Pas Bernard Lachance, non, c'est Bernard... il est ressuscité! Massy. Bernard Massy. Bernard Massy, je l'aime bien, le virologue. Oui. Et toute une gang autour de la table, tout aussi érudits dans leur domaine. Puis moi, je suis le tata, moi, je suis juste l'humoriste à l'entour. Le con. Mais tout le monde a vénéré l'humour. Tout le monde a dit, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est d'être capable de... Puis c'est tous des scientifiques, là, puis ils comprennent la valeur du rire. Puis le pire, c'est que moi, j'écoute beaucoup de gens qui ont des NDE, des Near-Death Experience, puis ils reviennent, puis là, ils racontent... Comme Denis Jutras. Je connais pas. Non, mais tu checkeras, il est très intéressant, puis il a eu une expérience comme ça. Oh, ben je vais m'essayer de parler, lui. Ouais. OK, cool. Mais tu le recevras à ton podcast. Je l'ai reçu au mien, puis il est vraiment très intéressant. Ah oui? Ouais. Ah ben, ça m'intéresse. Tu t'ennuies pas, mais allume tes lumières, puis mets les hautes. Ah oui? Oui, c'est comme... OK, je pense que je vais être capable. Oui, je suis pas inquiète. Puis, on entend, par rapport au rire, on entend souvent que les gens qui reviennent, une des premières affaires qu'ils ont faites, quand ils ont tout compris tout de suite, quand tu arrives, puis que tu es de l'amour absolu tout de suite en arrivant, tu comprends tout. Si tu veux savoir de quoi, c'est tout le temps... Il est au courant. Et il rit. Il rit parce qu'ils comprennent la cosmic joke, la joke qu'on se fait, de ne pas se souvenir de qui on est quand on est ici, puis qu'on va retourner. Puis ça, ce rire-là, c'est de là pas mon analogie, mais mon opinion bien humble à moi que le rire, il est divin. Parce que parce que c'est la première affaire qu'on fait quand on meurt, c'est d'être crampé, de dire « je peux pas croire ». Ben, moi, je trouve ça très ironique qu'en tout cas, la vie m'amène là quand j'ai jamais... Tu sais, des gens qui rêvent de devenir humoriste. Moi, j'ai jamais pensé à ça dans ma vie. Mais il n'y a pas de chemin plus noble que l'autre pour se rendre à faire rire sur une scène. Il n'y a pas de chemin qu'il faut prendre. Il y a pas de... C'est universel, c'est la pratique. C'est que le faire, puis le répéter. C'est stressant, en tout cas. C'est mais en même temps, il faut... Tu
Tu sais, si tu veux faire rire, il faut que tu sois détendu parce que sinon, les gens vont juste être mal à l'aise. Oui, Fait que exact. ça aussi, tu sais, il faut que tu sois à l'aise puis que tu ris de tes erreurs. Oui. Puis faut que tu embarques le monde dans ton délire, sinon, ils vont être mal à l'aise. Mais tu sais. donne-toi pas trop de commandes dans la tête. Arrive avec ton texte, sois contente de le faire. Si tu es contente de le faire, tu as 80 de la job de fait. Sans stress de pas entendre un rire à toutes les 10 secondes, là. Non, mais puis au pire, s'ils n'ont pas ri là, tu dis, oh, enchaîne, enchaîne. mais c'est comme, tu sais, t'es pas une, t'as fait un demi-Ironman. T'es pas une athlète quand t'as commencé, hein, t'as pratiqué. Non, je me vois toujours pas comme une athlète, Bon, ben, mais d'ailleurs. t'as réussi ça. Ouais. T'as réussi à faire. Ça comprend quoi un demi-Ironman? Ça comprend. La nage, ben c'est en fait nage, vélo, course. Si tu fais 1,9 km de nage, ensuite tu fais 90 km de vélo, puis après tu fais un demi-marathon. Ça t'a demandé combien de temps de pratique avant d'arriver là? Je me suis entraînée pendant 5 mois, puis c'était tous les jours, là. C'est soit vélo, nage, course, mais à chaque jour, puis des fois 2 dans la même journée, plus du yoga. Franchement, je faisais juste m'entraîner, j'avais plus de vie. Tu sais, c'est comme, ça Bon, ben- prend toute ta vie, quasiment. là. Bon, ben, l'humour, même affaire. Ben là, il faut que je transfère toute l'énergie que j'ai mis là-dedans, Oui. puis la discipline. Puis j'essayais de me prouver aussi que j'étais capable de me discipliner pour accomplir quelque chose, mais je me suis dit, si je fais ça, après, je vais être capable de faire le spectacle. Oui, c'est pour ça que je te fais un parallèle avec OK, les ben deux. c'est ça, mais pour moi, je l'ai fait, tu sais, je me suis dit, bon, mais là, je fais ça, après, je peux tout faire. Y a-t-il Je vais un petit pouvoir bar? C'est vrai. Y a-t-il un petit bar à côté de chez vous? Y a-t-il une petite place à côté de chez vous? Est-ce que tu peux juste aller? Mais puis moi, pendant je qu'il y a sais du pas, monde, ouvrir le micro? si j'irais à Sorel, je suis comme gênée. On dirait que ça me gêne moins d'aller en Europe devant des gens que je connais pas. Frank, je t'en show à Sorel quand? Ben là, je peux aller n'importe où. Tu viendras faire ma première partie. Le stress! Mais tu vois, Stéphane Cuvelier, il vient à Montréal, à Québec et à Montréal. OK. Il Puis il m'a demandé de faire sa première partie. faut t'en place. Non, j'en ferai cet été. Je pourrais faire ta première partie Ouais, cet je suis été. là, Je charge pas cher, c'est 3000 piastres. 10 octobre? Bon, OK. C'est 10 octobre? OK. C'est pas de quoi rien. 10 octobre? Ouais. Je vais peut-être être déjà partie parce que ça commence en octobre, mais Ah, chaud. OK. Ben, Bon, ben, en tout cas- cet été, tu dois faire des shows. Oui, j'en ai des shows. Faudrait que je check qu'ils sont pas cancellés. Peut-être que si j'ai le courage, je pourrais aller faire un petit 7-8 minutes. Viens faire 7-8 minutes. Ça serait très cool. Merci beaucoup, Amélie-Paul, de venir faire un tour. C'est bien Merci gentil. à toi. C'était cool, Crème. Hey, on s'emporte, j'avais une diarrhée verbale. Ben, ça sentait bon. Comment ça a duré combien de temps? Je sais pas. On calculera ça en Nous pesant autres, ça. là, on aurait pu J'aurais parler jasé avec toi. pendant 4 heures. 3 heures, 4 heures encore avec toi sans problème. Claire. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.